Bonjour, docteur Pauline, et bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont connectés sur les divers continents que je vois, et particulièrement bonjour à toute l'assistance ici de l'Institut de formation en sciences de la santé de Niamey. Je vois des visages très radieux et très impatients de suivre ce thème qui se demandent sans doute ce qu'ils découvriraient. Et je suis sûr qu'ils ne seront pas déçus. Je rends gloire à Dieu qui nous permet, après tout, de fixer cette question du son qui, à l'instant, nous avait posé problème. Je vais, en 2 mots, je ne vais pas prendre du temps pour cela. Peut-être qu'elle le fera elle-même, présenter l'oratrice et ensuite lui passer le témoin pour entretenir ceux qui sont connectés virtuellement et ceux qui sont ici. Nous avons une soixantaine de participants de ce côté. Docteur Pauline est naturopathe. Elle réside au Canada, mais travaille non seulement là et en Afrique et partout où elle est sollicitée dans le monde pour nous instruire et instruire tous ceux qui sont intéressés à connaître cette pratique qui est la naturopathie au service de notre santé. Je ne saurais dire mieux qu'elle sur ce sujet, mais pour aujourd'hui, je vais la laisser introduire le thème et peut-être rajouter un peu sur sa personne pour nous conduire cet après-midi dans les 90 minutes qui sont devant nous. Docteur Pauline, vous avez le témoin. Merci. Merci Daniel, merci à tous nos amis auditeurs, internautes, d'où que vous nous recevez. Je vous envoie ce bonjour depuis le Grand Nord canadien. Nous sommes aujourd'hui jeudi, il est chez moi 6h14 et chez vous, je pense 14h ou 15h. Vous voyez l'énorme écart qu'il y a entre le fuseau horaire. Donc, je vous salue chaleureusement et chaudement en Jésus-Christ. Je voudrais rectifier un peu les propos du modérateur Daniel. Elle n'est pas sollicitée partout dans le monde, mais elle éprouve toujours une grande joie de partager le peu qu'elle connaît avec tous ceux qui veulent l'entendre. En tant que vulgarisatrice, en tant que prévisionniste, comment dirais-je, vulgarisatrice des saines habitudes de vie, c'est toujours un grand privilège et une joie pour nous de pouvoir partager, de pouvoir discuter, débattre et surtout donner ce que nous connaissons. Et comme j'aime souvent le dire, en naturopathie, les naturopathes, nous sommes toujours en mode prévention et non en mode curatif. D'où l'intérêt ou l'obligation pour nous d'agir en amont pour donner l'information, les conseils dont l'homme ou dont nous avons besoin pour nous prévenir, nous prémunir contre la maladie ou lorsque celle-ci s'installe, que nous puissions, en appliquant ces conseils, l'inverser. Donc, aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, la Fédération des Églises adventistes du Niger, l'Institut de formation de sciences et de santé du Niger. Merci pour cette invitation que nous recevons à cœur joie. Et nous voulons dire merci à notre Père également, qui nous a fait don de ce jour nouveau. Alors, nous voulons compter sur sa présence, sur sa sagesse, afin que les 90 minutes que nous avons devant nous nous soient profitables à mes égards. Aujourd'hui, le partage que nous aurons ensemble porte sur le thème du sommeil. Un sommeil réparateur. Quelles sont les conditions pour jouir d'un sommeil, j'utilise le terme jouir d'un sommeil bénéfique et réparateur. Chers amis, probablement je ne vous apprends rien, mais un auteur a écrit en disant ceci: dites-moi comment vous dormez
et je vous dirai votre santé, l'état de votre santé dans 20 ans, 30 ans, voire même 70 ans. Et pourquoi cet auteur l'a écrit? Tout simplement parce que le sommeil, la qualité du sommeil, aujourd'hui, est un problème très grave. Et moi, en tant que croyante adventiste, je me réjouis de ce que notre Père, notre Créateur, dans son omniscience, il savait que sa créature, à un moment donné ou dans le courant de sa vie, aurait besoin de repos. Et c'est pour cela que notre Père a inscrit parmi les facteurs naturels qui nous permettent d'être en santé le sommeil. Et pour ceux d'entre vous, chers amis internautes, qui connaissaient un peu la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le premier livre et dans le premier chapitre, notre Père, il a commencé la création, il y eut un soir, il y eut un matin. Tout simplement, le soir, pourquoi? Pour que nous puissions nous reposer, dormir. Vous vous imaginez? Il a commencé par le sommeil, le repos. Le repos parce que dans le repos, ce que nous verrons aujourd'hui, au 21e siècle, ce que nous verrons aujourd'hui, c'est que lorsque nous arrivons à avoir un sommeil, un bon sommeil, ce sommeil, il est réparateur et il nous apporte beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons, aujourd'hui, la problématique du sommeil, il est chargé de conséquences au niveau macro, au niveau micro et surtout au niveau individuel. Ce que nous essaierons de voir ce matin, c'est-à-dire les conséquences du sommeil sur notre vie individuelle. Ensuite, l'impact de ce sommeil sur la vie familiale, la vie sociétale et la vie, je dirais, sur le plan macro, c'est-à-dire sur le pays ou sur le continent. Et nous verrons quelques exemples des pays qui prennent à bras le cœur, comment dirais-je, la problématique du sommeil en inventant toutes sortes de méthodes afin que les conséquences, les graves conséquences sur l'économie essentiellement ou sur la santé des citoyens soient amoindries. Pour ce qui nous concerne, si vous le permettez, je vais faire un partage d'écran avec vous pour qu'ensemble nous puissions suivre cette thématique. Est-ce que je peux partager? Oui. Alors, et chers amis, je vous dirai que cette conférence est présentée en collaboration avec l'Institut international de naturopathie de Montréal. Pour ceux d'entre vous qui seraient piqués par la naturopathie ou qui aimeraient approfondir, connaître ou se donner des outils pour soi-même ou pour sa communauté en naturopathie, nous avons l'Institut international de naturopathie qui vous ouvrira grandes les portes pour cette formation. Alors, nous disions tantôt que dépendamment de la manière dont nous vivons, nous dormons aujourd'hui, et en tant que naturopathe, nous aimons souvent dire que notre santé de demain dépend des choix que nous opérons aujourd'hui. Chaque action, chaque geste que nous posons aujourd'hui, qu'il s'agisse de la manière dont nous dormons, de ce que nous mangeons, de l'eau que nous buvons, du temps que nous passons au soleil, tous ces facteurs réunis aujourd'hui définira notre santé de demain. Et aujourd'hui, nous verrons, si nous dormons bien, nous avons un bon sommeil, il est réparateur. Nous n'avons pas de déficit de sommeil. Nous verrons quel sera l'état de notre santé physique, cognitive, voire même émotionnelle dans les années à venir.
Et comme je le disais dans mon introduction, les statistiques prouvent aujourd'hui que des continents, des nations prennent la problématique du sommeil de manière très importante. Et les statistiques nous prouvent qu'en France, en 2018, environ le tiers de la population avait un déficit au niveau du sommeil. Au Canada, chez nous, 6 à 48%, dépendamment des tranches d'âge, souffraient de déficit de sommeil. Et aux États-Unis, 23% des travailleurs souffrent de troubles de sommeil ou de déficit. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Le sommeil, je vous dirais, c'est tout simplement une déconnexion avec le monde extérieur, une déconnexion qui est accompagnée plutôt d'une diminution progressive du tonus musculaire, c'est-à-dire lorsqu'on se couche, on est coupé du monde extérieur, détendu, nos muscles, ils ralentissent, l'activité cérébrale se ralentit, musculaire se ralentit, et de manière progressive, nous tombons dans le sommeil. Et ce sommeil, dépendamment des individus, pour certaines personnes, ça va de 4 à 6, pour d'autres moindres. Et comme nous le verrons, nous n'avons pas tous le même nombre de cycles de sommeil et nous n'avons pas non plus la même durée de sommeil. Nous verrons, il y a certaines personnes, en 5 heures de temps, ils se relèvent et ils sont en santé. Pour d'autres, ça leur prend plus. Mais la science nous dira que la bonne durée de sommeil, pour qu'un sommeil soit réparateur, cela prend 7 à 8 heures de sommeil continu, sans bris. Et dans ce partage, nous verrons comment faire pour atteindre les 6 à 7 heures de sommeil sans bris. Et comme je le disais, les cycles, nous en avons 4 à 6, en commençant par le cycle, l'endormissement, qui est la première phase. L'endormissement, c'est cette étape, cette période de transition qui se situe entre l'éveil. Je suis éveillée, je rentre dans ma chambre, je veux me coucher. Le temps que je me couche jusqu'à ce que le sommeil arrive, nous appelons cette phase la phase de l'endormissement. Et après l'endormissement, nous avons la phase de sommeil qui est léger. Oui, léger, mais cette période, j'ai un graphique plus tard, oui. Alors, cette période, c'est la première moitié de notre sommeil. Elle est plus dure, elle est plus longue, pas plus dure, elle est plus longue pour la simple et bonne raison que c'est la phase la plus enrichissante, la plus bénéfique pour nous. Sommeil léger, léger et profond, la première partie. Ensuite, nous avons la phase du sommeil profond qui vient après la phase du sommeil léger, le sommeil profond. Nous allons nous focuser un peu plus sur cette phase parce que c'est dans cette phase que nous avons tout ce dont notre corps a besoin pour être en santé. Nous en reparlerons. Donc, après la phase de sommeil léger, nous avons le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et lui, le sommeil paradoxal, il vient après le sommeil profond. Il vient après le sommeil profond. Et dans cette phase, probablement, ça fera surgir plus d'une personne. C'est dans cette phase que nous faisons des rêves. Et nous l'appelons la phase du sommeil paradoxal. Et nous, les naturopathes, nous disons ne jamais réveiller quelqu'un dans cette phase. Et nous allons plus loin en disant, d'autant que cela n'est jamais affiché sur le visage de la personne endormie, qu'elle est dans cette phase, autant laisser la personne poursuivre son cycle jusqu'au réveil, que nous n'ayons jamais à réveiller qui que ce soit dans son sommeil
au risque de l'exposer à une maladie neurologique. On le verra plus tard. On le verra plus tard. Alors, donc, en dehors des 4 phases de sommeil, l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, la phase la plus intéressante, c'est la phase du sommeil profond. Et sa durée, c'est 30 minutes. C'est la phase que chaque individu, toute personne doit rechercher. Et pourquoi? Parce que c'est dans cette phase que s'opèrent les réparations, la régénération, la reconstruction. Toutes les fatigues s'éliminent. Est-ce que nous pouvons avoir un peu plus de calme, s'il vous plaît? Merci. Alors, donc, nous disions que dans la phase du sommeil profond, qui dure 30 minutes, n'oublions pas, tantôt j'ai dit que dans la phase du sommeil, la première moitié, c'est la phase la plus importante. Et là, je vous fais voir le croquis que j'ai à ma droite. Comme vous pourrez le constater, nous avons le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3 et le cycle 4. Dans les 2 premiers cycles, cycle 1 et cycle 2, regardez, nous avons cette phase, c'est la phase du sommeil profond. Vous verrez qu'elle est plus étendue et elle commence de 23h à 2h du matin. C'est très important pour ceux qui poussent plus tard leur endormissement, ceux qui vont au lit après 0 heure, après 1 heure, ils risquent d'écourter cette phase qui est très importante. Vous voyez? Donc, nous avons 2 fois la phase du sommeil profond qui nous est très, très bénéfique entre 23h et 2h du matin. Après 2h du matin, nous avons la phase du sommeil profond toujours. Comme vous pourrez le constater, elle est écourtée. Elle n'est plus assez étendue comme dans les 2 premiers cycles. Elle est écourtée tout simplement parce que nous nous approchons du sommeil paradoxal, du lever en quelque sorte. Nous passons de 2h à 3h, de 3h à 4h, 5h, 6h, il fait jour. Il fait jour. La mélatonine, dont le pic était à 2h du matin, il a fini. Et c'est la sérotonine qui commence maintenant pour nous pousser à l'éveil. Pour nous pousser à l'éveil. Donc, comme vous pourrez le constater, nous avons le vert qui augmente. C'est le sommeil paradoxal, le réveil qui commence toujours sur mon graphique. Et là, nous sommes déjà au cycle 4 pratiquement. Alors, je reviens en disant que la phase du sommeil profond, il est très important. Nous verrons les conditions pour y accéder. Pourquoi important? Parce que dans cette phase, tout ce qu'il y a comme récupération, régénération, restauration, réhabilitation, nos cellules mortes s'éliminent. La croissance des enfants, on le verra. Les femmes enceintes, c'est très important pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour le commun des mortels, de pouvoir atteindre cette phase. Et nous disons les périodes les plus favorables entre 23h et 7h, mais si jamais nous n'arrivons pas à avoir ce temps, dans la journée, nous pouvons nous rattraper avec 2 petites siestes vers 13h. Et comme je l'ai déjà dit, ne jamais réveiller quelqu'un qui serait dans la phase du sommeil paradoxal au risque de le soumettre à des troubles mentaux. Quels sont les bienfaits du sommeil profond ou du sommeil réparateur? Le thème, c'est le sommeil récupérateur ou réparateur, les conditions. Alors, quels sont
les bienfaits que pouvons-nous tirer lorsque nous arrivons à atteindre cette phase de sommeil profond? Pour les enfants, le sommeil, il est fondamental. Je vous avoue que j'ai survolé un PowerPoint concernant la durée. Je reviens avec votre permission. Vous verrez, la durée du sommeil dépendamment des âges différents. Les enfants, avant 3 mois, ils ont besoin de 14 à 17 heures par jour. Et pourquoi? Parce que c'est dans le sommeil que se sécrète l'hormone de croissance. C'est dans le sommeil que le système nerveux central, il en profite pour se former, pour se développer et pour permettre une croissance soutenue aux enfants. Donc, les enfants, ils ont besoin de 14 à 17 heures. Le fœtus dans le sein de maman, il peut dormir jusqu'à 20 heures. Ce n'est pas surprenant de voir des bébés ou des enfants dans le sein de maman qui ne bougent pas. Pour des primipares, on est surpris, on se dit, est-ce que bébé est en vie? Oui, il vit parce qu'il a besoin d'au moins 20 heures. C'est normal. Il n'y a rien d'inquiétant. Alors, de 4 à 11 mois, la durée, ça commence par diminuer. Ça passe de 12 à 15 heures, ainsi de suite. Après 18 ans, chers amis, nous avons besoin minimalement de 7 à 8 heures pour que le sommeil nous soit réparateur ou qu'il nous soit bénéfique. Donc, nous disions que le bénéfice pour les enfants, il faut que les enfants dorment parce que pendant leur sommeil se sécrète l'hormone de croissance et leur développement, l'hormone de croissance qui va conditionner leur développement physique, psychique et surtout cognitif, qui permettra la maturation ou la croissance du cerveau. Et n'oublions pas que c'est dans le système nerveux central que tout ce qui est lié à l'éducation, au langage, à l'intelligence se forme. Donc, le cerveau du bébé, il a besoin de beaucoup de sommeil pour pouvoir se construire. Un enfant qui dort bien, scientifiquement reconnu que des enfants qui n'ont pas de déficit de sommeil, mais qui respectent ou qui jouissent minimalement de la durée dont ils ont besoin pour dormir, ces enfants, ils ont une meilleure concentration et une bonne mémorisation. Ils sont plus aptes à l'étude ou à l'apprentissage. Et je dirais le succès également. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, on a récupéré. Le soleil a restauré. Nous avons une bonne maîtrise de soi. Nous sommes plus alertes lorsque nous arrivons à passer de bonnes nuits. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, pour que dans le soir, pour que la nuit départie ou exempt de toute fatigue, bien relaxé, bien régénéré, bien restauré, le lendemain, nous nous réveillons en pleine santé, en pleine énergie. Nous voyons également que le sommeil, il est récupérateur pour les femmes enceintes. Là, nous parlons de la sécrétion des hormones, surtout la prolactine pour la femme qui allaite. Oui, la femme qui allaite, elle a besoin de la prolactine pour la montée lactée et ça favorise la montée lactée. La mélatonine, notre hormone pour le sommeil, j'en ai parlé brièvement plus tôt. Son pic, c'est à 2 heures. Il commence au coucher, avec le coucher du soleil. Il se sécrète pour nous permettre un bon endormissement, un sommeil récupérateur et son pic, c'est jusqu'à 2 heures du matin. Et pendant le sommeil, ce renouvellement cellulaire qui se fait. Et lorsque nous sommes reposés, nous les naturopathes, nous disons toujours, ça permet à notre système immunitaire d'être fort et en santé. Nous le verrons plus tard. Et il y a un aspect
probablement que nous ignorons, mais malheureusement que nous méprisons. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment, notre système lymphatique, ce système, c'est le plus long émonctoire qui ramasse, qui sillonne nos cellules, qui ramasse tout ce que nos cellules renferment ou regorgent de toxines. Le système lymphatique, lui, il est activé au mouvement. C'est-à-dire que lorsque nous bougeons, le système lymphatique élimine. Mais c'est le contraire pour le système, le glymphatique, c'est-à-dire le système lymphatique du cerveau qu'on appelle le système glymphatique. Le glymphatique, c'est le système lymphatique, mais au lieu de ramasser les cellules du corps, lui, il va nettoyer le neurone, il va nettoyer notre système nerveux central. Et ce n'est qu'au repos que le glymphatique fait son travail. Il élimine pendant que nous dormons. Donc, chers amis, imaginez, lorsque nous ne dormons pas, tout simplement parce que nous tronquons le sommeil, notre santé à je ne sais quoi, nous hypothéquons notre santé. Nous hypothéquons notre santé mentale. Et cela se ressent à l'âge adulte. Aujourd'hui, la science nous dira que le système, le glymphatique, il s'active 2 fois plus pendant le sommeil pour éliminer les toxines, les bêta-amyloïdes. Ce sont des plaques qui s'attachent, qui se collent à nos neurones, et la science nous dira que ces toxines, ils nous poussent ou ils nous exposent à des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson. On ne souhaite pas perdre la mémoire, on ne souhaite pas souffrir de Parkinson à l'âge adulte. Et malheureusement, en Occident, on rencontre des cas d'Alzheimer précoces. À 45 ans, on en voit des gens, des jeunes qui ont déjà perdu leur faculté cognitive. Et c'est dommage, c'est triste. Donc, nous disons que le sommeil, il permet une bonne mémorisation, autant pour moi. Il permet le traitement de l'information, de l'apprentissage. J'en avais parlé tantôt, notre système nerveux central, d'où se trouve logé l'apprentissage, le raisonnement. Lorsque nous sommes en sommeil, lorsque nous arrivons à atteindre ce sommeil réparateur, nous faisons du bien à notre santé mentale. Mais qu'est-ce qui peut hypothéquer notre sommeil? Toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons. Souvent, c'est les problèmes de la vie, des problèmes de la vie. Nous disons soit des accidents, des traumatismes physiques, l'alcool, le tabac, des irritants comme nous les naturopathes, nous les appelons, des produits chimiques toxiques qui peuvent perturber notre sommeil, nous causer de l'insomnie. Quelquefois, le surpoids ou la maladie. Et tantôt, je parlais des problèmes de la vie, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes relationnels, professionnels. Toutes sortes de problèmes peuvent perturber ou hypothéquer notre sommeil. Et nous, en tant que naturopathes, nous n'avons pas la solution à toutes sortes à tous ces problèmes. Mais néanmoins, nous formulons des recommandations, des choses qui sont faciles, mais qui malheureusement nous échappent souvent. Alors, dans ce partage, nous ne manquerons pas de partager avec vous ces conseils et ces recommandations qui sont rien, c'est de petites choses, mais qui malheureusement nous échappent et qui hypothèquent et qui nous empêchent de bien dormir. Alors, donc, nous disons, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un repas copieux peut causer une insomnie. Donc,
Aujourd'hui, avec le développement des technologies, nos enfants sont de plus en plus accros à tout ce qui est électronique. Et le déficit de sommeil s'en retrouve, je dirais, trouve de raisons ou de causes à travers tous ces gadgets qui nous entourent aujourd'hui. Les écrans de télé, d'ordi, de téléphone, tout ceci nous rend accros, les jeux électroniques. Et sans savoir les conséquences de ces addictions sur notre santé, malheureusement, on se ramasse plus tard, des années plus tard, avec des maladies graves qu'on aurait pu éviter. Alors, en tant que naturopathe, nous aimerions vous faire quelques recommandations, comme je l'ai dit précédemment, pour jouir d'une santé parfaite. Nous revenons toujours sur les facteurs naturels de santé. Pour ceux qui m'entendent pour la première fois, qu'est-ce qu'on entend par facteur naturel de santé? Ce n'est tout autre une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation hypotoxique, exempte de tout ce qui est pesticides, herbicides, colorants, additifs, entre parenthèses, les perturbateurs endocriniens. Essayez de boire une bonne eau, avoir un sommeil réparateur comme nous en parlons aujourd'hui, avoir un bon ensoleillement, être actif, savoir gérer son stress et se confier en Dieu. Alors, donc, nous disons, pour jouir d'une bonne santé, lorsque tous ces facteurs naturels que le Créateur a mis à notre disposition, je dirais de manière gratuite, lorsque nous respectons, lorsque nous les appliquons, nous disons, nous les naturopathes, qu'il n'y a pas de raison que nous soyons en santé. Parce que tout naturellement, notre organisme, cette machine, cette merveilleuse machine, elle est dotée d'un pouvoir, d'une action innée qui se met en branle. Lorsque nous respectons tous ces facteurs, ce pouvoir inné se met en branle pour nous donner la santé. Et aujourd'hui, nous partageons avec vous l'un de ces facteurs, le sommeil. Alors, que faut-il pour que ce facteur soit bien appliqué afin que nous puissions jouir véritablement de ces bienfaits? Ça nous prend, je l'ai dit dans ma présentation, que ça nous prend 7 à 8 heures de sommeil affilé. Et qu'est-ce qu'il faut? Nous disons, lorsque nous sentons les premiers signes de sommeil, ne pas ignorer ces premiers signes. Et quels sont ces premiers signes? C'est le bâillement, par exemple. Ah, excusez-moi, je bâille parce que je me sens fatiguée. Dois-je remettre plus tard le sommeil? Non. Répondons immédiatement à l'appel. Le corps qui nous lance ce message, je suis fatiguée, je veux me reposer, répondons à cet appel. Laissons tout ce dont nous faisions, tout ce que nous faisions, et répondons à l'appel. Même si nous ne pouvons pas dormir longtemps, relaxons-nous. Donc, d'abord, se coucher dès les premiers signes de fatigue. Et lorsque les messages nous sont envoyés, le bâillement, le picotement des yeux, nous avons des paupières lourdes, il faut arrêter et se coucher, se reposer, se relaxer, se reposer. Nous devons nous discipliner, avoir des horaires fixes pour le sommeil, de se coucher et de se réveiller. Ne pas être désordonné, c'est-à-dire je me couche à 20 heures aujourd'hui, le lendemain, ou la semaine suivante, c'est à minuit, c'est à 2 heures. Nous devons nous discipliner et avoir des horaires. Nous disons souvent ne pas boire avant
de se coucher. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque nous avons bu, notre vessie sera pleine pendant le sommeil, le besoin se faisant sentir nous obligera à briser notre cycle de sommeil. Nous ne pourrons plus faire ce cycle ou finir, achever ce cycle de 7 à 8 heures parce qu'entre-temps, le besoin nous poussera à briser ce sommeil. Nous disons également, lorsque nous avons de la difficulté à nous endormir, installons ou introduisons dans notre routine de vie l'exercice physique. Pas un exercice violent, la marche. Une simple marche de 20 à 30 minutes par jour nous aiderait à avoir un bon sommeil. Lorsque nous sommes fatigués le soir et que nous sentons que nous avons un peu de difficulté, un bon bain avant de se coucher, une période de relaxation, et nous disons toujours nous déconnecter de tout ce qui est écran. Parce que notre cerveau étant électrique, nos neurones, ils sont électriques, c'est une manière de s'exprimer. Ils ont besoin, nos neurones ont besoin de déconnexion, de repos, de relâchement, de ralentissement de nos neurones avant que le sommeil n'arrive. Donc, nous disons se déconnecter 30 minutes, voire même 1 heure de temps avant de nous coucher serait une bonne chose. Éviter d'avoir, de nous coucher avec les téléphones à côté ou les ordis. Non seulement le cerveau est électrique, mais il y a également l'émanation des ondes, les ondes électromagnétiques qui ne nous font pas du bien, qui polluent notre environnement et qui détruisent notre santé mentale. Nous disons également pour favoriser un bon endormissement ou un bon sommeil réparateur, cela prend une bonne oxygénation, une bonne aération de la pièce, de la chambre à coucher ou de la maison entière. Donc, cela sera possible à travers les plantes de l'intérieur. Nous avons pas mal de plantes un peu partout dans le monde entier. Pour nous qui sommes au Grand Nord, il y a des plantes qui subsistent à toute température, même en Afrique, sous les tropiques également. Nous en avons. L'aloès, par exemple, c'est une plante très purificatrice que vous pourrez avoir à l'intérieur de vos maisons. La langue de belle-mère ou le sansevieria, également qui pousse partout, vous pourrez la voir à l'intérieur. Elle purifie et elle oxygène la maison ou la chambre. Nous pourrons, lorsque nous allons nous coucher, faire baisser la lumière de manière progressive et avoir un lit confortable, une bonne literie. Exempt de, je ne dirais pas, exempt de bibite, excusez-moi. Avoir une hygiène qui nous pousserait à changer fréquemment notre literie, ça favorise un bon endormissement, ça favorise un bon sommeil. Et quelques plantes, en tant que naturopathe, je ne saurais vous laisser sans vous recommander certaines plantes pour ceux qui ont de la difficulté à vous endormir. La menthe poivrée, la feuille d'ortie. J'apprécie moi personnellement l'ortie que nous retrouvons partout. C'est cette plante qui pousse aussi bien sous les tropiques qu'en Amérique du Nord, qu'en Europe, en Occident. On la trouve un peu partout. Elle est sauvage. Elle est très calmante, minéralisante, anti-inflammatoire. Elle est diuréique et elle rentre dans le traitement de la prostate pour ceux d'entre vous qui auraient des soucis à ce niveau. Moi, j'aime beaucoup, j'aime me relaxer avec l'ortie. Elle est très, très bonne, l'ortie. Le griot, l'avoine, que nous appelons chez nous cacahuète,
Une poignée d'avoine dans de l'eau chaude au moment de se coucher relaxe également et ça favorise un bon endormissement. Les chatons de saule blanc, ou la mélatonine que je ne recommande pas, la mélatonine comprimée, c'est un peu artificiel. Je préfère aller rechercher les acides aminés comme le tryptophane dans l'alimentation qui va favoriser la sécrétion de la mélatonine avec un bon ensoleillement que de prendre la mélatonine sous forme de pilule. Pourquoi? Tout simplement parce que avec une dépendance, ça risque de débalancer énormément notre système hormonal. Alors, comme autre plante calmante et relaxante, la camomille, l'anis, le tilleul, la valériane, le passiflore, le houblon, la mélisse, les fleurs d'oranger et les feuilles de mangue sèches. J'ai réservé ça pour la fin. Les feuilles de mangue séchées qui tombent de l'arbre, une infusion, relaxe, calme et apaise, favorise l'endormissement. Et où trouver les minéraux et vitamines pour faciliter le sommeil? Nous trouvons le magnésium, par exemple, mais de grâce, pas n'importe quel magnésium, le citrate de magnésium, parce qu'il est plus assimilé que le gluconate de magnésium. Mais lorsque vous prenez le citrate de magnésium, il est plus assimilé, il détend les muscles et il favorise un endormissement. Les vitamines B3, B5, B6, B9 et B12, ils favorisent la disponibilité du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qui permet la sécrétion de la sérotonine, l'hormone du bonheur, lui qui va permettre en soirée la sécrétion de la mélatonine. Et le tryptophane, nous le trouvons dans les oléagineux. J'aime souvent le dire, en Afrique, les pois chiches renferment beaucoup de tryptophane. Donc, un repas copieux avec les pois chiches cumulés au bon ensoleillement, ça va favoriser la sécrétion de la mélatonine et un bon endormissement le soir. Donc, le tryptophane que nous trouvons dans les oléagineux, les légumineuses, surtout dans les pois chiches, la levure de bière inactive et nutritionnelle, un peu à retrouver dans les magasins de produits naturels, les graines de courge, de chia, de riz brun. Et enfin, chers amis, la confiance en Dieu, car c'est Dieu seul qui est la solution de tous nos maux. Lorsque nous avons des nuits mouvementées, lorsqu'au lieu de dormir, nous comptons les moutons, puissions-nous nous remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la solution de tous nos maux, quels qu'ils soient. Je vous laisserai, chers amis, sur cette belle promesse que notre Seigneur nous fait. Il nous dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Quelles que soient vos difficultés, le Seigneur nous fait cette promesse que sa paix nous soit donnée en abondance afin que nous puissions passer des nuits, que nous ayons de sommeil réparateur, régénérateur, restaurateur à sa gloire. Car il y eut un soir, il y eut un matin. Notre Père, il a commencé par le sommeil. Puissions-nous jouir de ce sommeil et qu'il nous soit réparateur. Amen. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Et Daniel, je vous retourne le micro. Merci.
Merci, docteur Pauline. Nous avons été beaucoup édifiés par vous pendant ces courts instants, mais je pense que nous le serons encore plus dans ce moment d'échange que nous allons avoir. Chers amis, autant ceux qui sont connectés virtuellement que ceux qui sont dans cette salle, le moment est venu d'interagir, de poser des questions, de faire même des contributions, de lever des doutes sur des pensées que vous avez eues ou des conceptions peut-être que vous voulez éclaircir. Alors, je vous passe la parole pour poser des questions. Merci. Ceux qui sont en ligne peuvent le faire directement, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est ouvert. Merci. Alors, la première question, c'est une personne qui demande, pas liée au sujet, mais demande si nous pouvons avoir l'enregistrement de la vidéo. Oui, mais pourquoi pas, bien sûr. Nous vous avons perdu. Oui, vous m'avez perdu. Oui, je répondais à la préoccupation de notre ami. Oui, la vidéo, en autant que vous soyez disponible à le leur donner. Moi, le message a été partagé. Libre à vous d'en faire usage comme bon vous semblera. Merci. Merci, docteur. Nous laissons maintenant la place aux questions qui sont liées au sujet. Sentez-vous très à l'aise de poser des questions. Daniel, je peux faire une proposition, s'il te plaît, pour qu'on puisse mieux gérer avec le temps. Tu es là? Oui, pour ceux qui sont en ligne, je pense que la meilleure option, ce serait que les mains soient levées. Je vais dire avec les emojis. Si vous pouvez juste lever la main comme ça, on sait ceux qui veulent poser des questions. Et si la même chose peut être faite de là-bas, comme ça, on a déjà le nombre de personnes et on peut aller directement sur la réception de ces questions et Dr. Pauline pourra répondre. OK. Merci pour la proposition. Donc, au bas de votre écran, soit que vous l'ayez en français ou en anglais, vous aurez au bas de votre écran, au bas de la barre des tâches, à la place de la barre des tâches, les réactions et vous pouvez, à partir de là, lever la main. Vous avez une main levée, vous pouvez cliquer là-dessus si vous êtes en ligne. Si vous êtes sur YouTube, vous devez pouvoir envoyer la question à la salle du bien-être au plus 227 80 06 78 86. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez envoyer au plus 227 80 06 78 80 06. Je reprends. 80 06 78 86. Merci. 80 06 78 86. Le code, c'est plus 227. Merci. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Je vois, Daniel, avec ta permission, ce n'est pas une question, mais je voudrais quand même renchérir et dire à la personne de prendre soin d'elle. Merci pour ces précieux conseils car elle a été très bénéfique, oui. Je souffre de tendinite aux 2 épaules, coudes et mains. Dans ma présentation, tantôt, je disais que c'est pendant notre sommeil, surtout la phase du sommeil profond, qu'il y a régénération. Toutes les cellules mortes s'éliminent et les cellules saines se restaurent, se régénèrent. Donc, quel que soit le mal que vous souffrez, quelle que soit la partie de votre corps qui est en souffrance,
rechercher le repos, rechercher le sommeil et surtout atteindre cette phase de sommeil profond. Ce n'est pas la première partie, non. Lorsque nous nous couchons, ça prend, nous avons vu tantôt, 4 à 6 cycles et chaque cycle est composé de 45 minutes minimum. Lorsque nous arrivons à atteindre cette phase de sommeil profond, là, nous sommes détendus, nous ne sommes en contact de rien, nous ne sentons rien autour de nous. Et c'est en ce temps seulement que la régénération, la récupération se fait. Donc, chers amis, recherchez le sommeil. Que rien ne trouble votre sommeil. Merci. Nous avons des questions en ligne. Nous pouvons prendre oui, alors une ici question, en ligne. Oui, une question qui nous dit, ah, donc si je comprends bien, on doit se coucher à 23 heures. Couchez-vous avant 23 heures. 23 heures, je vous dirais même c'est un peu tard. Parce que le meilleur moment, comme je l'ai dit, c'est dans la première moitié du sommeil. Lorsque nous commençons de 23 heures, l'hormone de sommeil, la mélatonine, sa sécrétion commence à partir de 19 heures. 19 heures, c'est indicatif. Mais la science nous dira que c'est au coucher, lorsque le soleil se couche. Moi, je suis au pôle Nord présentement. Le soleil se couche déjà à 16 heures, le soleil est déjà couché. Donc, lorsqu'il n'y a plus de soleil, commence la sécrétion de cette hormone qu'on appelle la mélatonine. Et elle se sécrète, son top est à 2 heures. Donc, si je veux profiter au maximum de cette hormone pour jouir d'un sommeil réparateur, mieux vaut se coucher plus tôt. À 23 heures, si je me couche, je dirais au dernier, c'est le délai, le dernier moment ou la dernière heure à laquelle on doit se coucher, ça ne peut être que 23 heures. Mais si nous pouvons nous coucher plus tôt, c'est encore mieux pour nous. Donc, il ne faut pas extrapoler, aller au-delà de 23 heures. Hein, ceux qui sont des noctambules qui restent éveillés jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, ce n'est pas santé. Le mieux, c'est de se coucher plus tôt et le moins, disons, le plus tard que ce soit 23 heures pour pouvoir jouir tant soit peu de ce sommeil profond. Merci. Merci, docteur. Nous avons des mains levées. Nous allons alterner. Nous venons dans la salle physique pour une question. Ensuite, nous irons à, je ne saurais le dire, madame ou monsieur Akobo, vous pouvez aussi intervenir en deuxième position après la salle physique. Monsieur Félix, vous pouvez nous aider pour la question de la salle physique? Okay. Nous allons passer à la question de M. Akovo en attendant de prendre celle de la salle physique. Il semble que la question a été répondue. Je ne sais pas si c'est lui qui posait la question, doit-on se coucher à 23 heures? Et la première question, c'était par M. Akovo. Alors, oui, il y a un ami qui nous dit merci, je vais commencer dès aujourd'hui car je dormais que 3 ou 4 heures. Faites tout pour augmenter votre temps de sommeil. Notre santé en dépend. Notre santé aujourd'hui et la santé de demain en dépend. Ne négligeons pas du tout le sommeil parce que vous venez de voir tous les bienfaits que nous avons en attendant le sommeil profond. Toute notre santé vient du sommeil. Que nous soyons, qu'il s'agisse des enfants, même du fœtus, du bébé, du sein de sa maman, il a besoin de 20 heures de sommeil.
pour que les cellules se constituent. Mm. Et né, il a besoin de 17 heures minimum, vous imaginez. Donc, le sommeil, il est fondamental. Et comme je l'ai dit, notre père, il le savait, il a commencé par le sommeil. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, le soir, la nuit, pour que nous puissions nous reposer et nous réveiller en pleine forme, en pleine énergie, bien alerte pour la journée. Merci. Nous avons une question ici par un étudiant. Nous allons lui donner l'occasion. Il peut se présenter et poser la question. Bonsoir, madame. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Pareil de Farid. Je suis étudiant en deuxième année de santé. Bon, je voudrais demander, une fois à la phase du sommeil paradoxal, là, et tu fais un cauchemar, tu te réveilles, et tu continues ton sommeil, est-ce que tu as interrompu le sommeil ou bien ça continue toujours? Oui, alors, très bonne question, merci. La phase du sommeil paradoxal, je ne sais pas si très rapidement je peux retrouver le croquis que je vous ai fait que j'ai partagé tantôt. Nous voyons dans la première partie, la première moitié, là où j'insistais, où la partie la plus bénéfique pour nous ici. Vous voyez, nous avons le sommeil profond. Il est plus long, les deux parties plus longues. Et nous voyons envers, c'est la phase du sommeil paradoxal que nous appelons la phase de rêve. C'est dans cette phase que nous rêvons, que nous faisons des cauchemars. Et cette phase précède la phase de l'éveil. Aussitôt après la phase du sommeil paradoxal, c'est le réveil qui vient. Donc, il peut arriver que dans cette phase, nous fassions des rêves. C'est pas qu'il peut arriver, c'est-à-dire que c'est dans cette phase que nous rêvons, mais on peut se rendormir après le rêve. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Vous conviendrez avec moi. Hein? Lorsque nous faisons des rêves, ce n'est pas toutes les fois qu'après les rêves, nous nous réveillons. Nous nous rendormissons et nous nous réveillons. Sauf que le sommeil dans cette phase n'est pas aussi profond que dans la phase du sommeil profond. On approche la mélatonine, l'hormone de sommeil. La mélatonine a atteint son pic à 2 heures. À partir de 3 heures, ça diminue et c'est la sérotonine qui se sécrète maintenant pour nous pousser à l'éveil. N'oublions pas, nous sommes une machine très intelligente, bien coordonnée. Et je vous dirais que tous nos mouvements, nos actions sont supervisés. Je parlais tantôt d'hormones. Il y a l'hormone, la mélatonine, qui va permettre l'endormissement. Et la sérotonine, lui, qui va favoriser l'éveil. Donc, à un moment donné, l'un finit. L'un a atteint son pic de sécrétion, il baisse et l'autre commence pour nous pousser à l'éveil. C'est cette machine, on n'a pas le choix que de se réveiller. On se réveille. Et dans les cycles de sommeil, nous voyons que lorsque la phase du sommeil paradoxal arrive, quelques heures plus tard, ça va être l'éveil. Mais cela n'empêche que nous ayons des rêves et que nous nous rendormissons. Mais ce n'est plus un sommeil profond, parce que le sommeil profond, c'est dans la première moitié. C'est vrai que dans la deuxième moitié également, on a la phase du sommeil profond, mais il n'est pas long. Cette phase, elle n'est pas longue, excusez-moi. Cette phase n'est pas aussi longue que dans la première portion. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il a encore une question. Oui. Une deuxième question. Oui. Oui, c'est bon. Sœur, madame, si tu as là, nous sommes en train de faire cours et tu somnoles, et le professeur te dit de sortir, d'aller te rincer le visage. Vous savez, quand on se rince le visage, là, on a souvent les picotements de yeux. Est-ce que tu te rinces le visage ou bien tu continues ton sommeil, soit tu sors, tu marches, tu reviens, tu t'assois? Quelle est la meilleure solution, quoi? La meilleure solution, c'est de marcher, faire un peu de mouvement, marcher, sauter même.
et revenir. Oui, ça dit que le choc de l'eau au visage va nous réveiller, mais on est encore mieux réveillé quand on est en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc, lorsque vous sortez, vous vous sentez fatigué. Au fait, dans ma présentation, je disais, lorsque nous nous sentons fatigués, pourquoi vous vous endormissez? Pourquoi vous êtes tout simplement, si vous faites bien une analyse, vous verrez que la veille, vous n'avez pas bien dormi. Parce que vous n'avez pas bien dormi. Vous avez eu un déficit de sommeil. Le lendemain, vous vous trouvez quoi? Fatigué. Vous n'avez pas assez dormi. Et c'est ça qui amène cette fatigue que le professeur vous demande de sortir. Et quand vous sortez, marchez. Faites un peu de sauter 2, 3, 4 fois et revenez. Ça vous permettra d'être un peu éveillé. Mais n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, il faudrait bien dormir. Vous savez, nous pensons toujours gagner du temps en diminuant notre temps de sommeil. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En dormant mieux la veille, nous sommes plus alertes. En dormant mieux la veille, nous sommes plus efficaces que de vouloir, je ne sais pas, veiller jusqu'à tard et le lendemain se retrouver fatigué, tout simplement parce que la mémoire qui relève du système nerveux central, elle ne s'est pas reposée, elle n'a pas eu le nécessaire pour pouvoir être alerte, pour pouvoir donner le meilleur de lui. Vous comprenez? Donc, mieux vaut se reposer, prendre le temps que notre corps a besoin pour dormir et être efficace le lendemain ou quelques heures plus tard que de diminuer ou d'hypothéquer, de voler, de limiter notre temps de sommeil et en souffrir plus tard. Merci. Merci pour la réponse. Nous avons encore d'autres mains. Nous avons M. Judas en ligne, mais avant, nous allons demander à tous ceux qui veulent poser des questions de lever leurs mains virtuellement ou dans la salle physique, qu'on puisse dénombrer avant de continuer. Donc, alors, nous passons la parole à M. Judas qui est en ligne aussi. Il peut ouvrir son micro pour poser sa question. Non, le micro n'est pas ouvert. C'est bon, vous me suivez? Oui. Oui. D'accord. Merci. Bonjour à Dr Pauline pour la présentation. Merci également. Bon, la question est la suivante. Je suis médecin en spécialisation et je suis en début de ma formation. En fait, pendant la formation, on fait face à des perturbations de sommeil. Il y a des jours, pendant nos gardes, nous sommes privés de sommeil et ça peut aller de 24 heures à 36 heures. Et tu travailles toute la journée, tu rentres, tu dois réviser et tu es tout le temps fatigué. Je ne sais pas si vous avez des conseils vraiment pour nous aider. Merci, mon cher ami. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Dans mon introduction, je disais que la problématique du sommeil et surtout ses conséquences, que ce soit au plan individuel, au plan familial ou macro, c'est grave. Aujourd'hui, en Occident, nous voyons des chefs d'entreprise ou des nations qui innovent. Vous n'allez pas me croire, dans certaines entreprises aujourd'hui, il y a un bonus pour le sommeil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bonus pour l'employé qui a bien dormi la veille. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il a été fait ce constat que lorsque les gens dorment mieux, ils sont plus efficaces, ils sont plus productifs. Et le cas que vous évoquez, cher ami, mon frère Judas, vous avez des gardes de
24 heures, de 36 heures. Et ça, c'est des personnels de la santé. Vous hypothéquez votre santé au détriment de celle de vos patients. Vous hypothéquez votre santé. Et je dirais même, il se pourrait, je n'en sais rien, mais il se pourrait qu'après avoir passé les 24 heures, les 36 heures de garde, il se pourrait qu'il y ait eu des erreurs dans l'exercice de vos fonctions. Des erreurs, malheureusement, qui ne se décèlent pas vite. Je parle de déceler, pas décéder. Mais puisque nous parlons de santé, il se pourrait que, au nombre de ces erreurs, qu'il y ait des décès. Alors, qui ça avantage? Non seulement vous-même, votre santé en est hypothéquée, et c'est la vie des patients, de ceux-là que vous comptez ou vous espérez guérir ou soigner, c'est ceux-là que vous mettez en danger. C'est leur vie qui se trouve être hypothéquée. Donc, le conseil à vous donner en tant que naturopathe, nous disons, lorsque vous êtes fatigué, il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher parce que lorsque vous n'arrêtez pas, lorsque la fatigue survient et que vous n'arrêtez pas, c'est le surmenage qui s'ensuit. Et le surmenage, c'est le burn-out. En voulant trop soigner 36 heures, à un moment donné, vous serez incapable de donner 1 heure de votre temps, tout simplement parce que vous serez brûlé. Vous me suivez, cher ami? Je sais que vous êtes sous pression. Oui, les responsables vous obligent à cela, vous astreignent à cela. Mais pensez à votre santé. Et comme j'aime souvent le dire, on n'a qu'une seule santé. Le seul à préserver, c'est la santé. Tant et aussi longtemps que nous l'avons, gardons-la, conservons-la jalousement, parce que lorsque nous la perdons, il nous est difficile de la ramasser ou de la retrouver. Donc, pensez à vous. C'est vrai, vous voulez soigner du monde, mais il faut que vous-même vous soyez en santé pour pouvoir soigner. Et en naturopathie, nous disons, aimez-vous vous-même avant de pouvoir aimer les autres. Ce n'est pas égoïste, hein? Vous êtes dans la santé. Si vous n'êtes pas en santé, les 3 ou 4 personnes ou les 100 personnes que vous pensiez soigner, malheureusement, vous ne pourrez soigner aucun. Je vous remercie, cher ami. Faites attention à vous. Merci, merci docteur. Les questions continuent ici. Nous allons alterner, venir dans la salle physique. Ensuite, nous passerons à celles qui sont envoyées dans le chat. En passant bien sûr d'abord par la mission adventiste aussi qui a une main levée. Daniel, Oui. Permets-moi de répondre à une question. Venant de mademoiselle Akpovo qui nous dit, s'il vous plaît, madame, pouvons-nous faire 5 heures de sommeil la nuit et 3 heures de sommeil dans la journée pour que la durée du sommeil soit normale, ou bien nous devons faire 8 heures la nuit forcément? La question, disons, la réponse est 8 heures d'affilée. Nous, les naturopathes, nous disons, pour qu'un sommeil soit réparateur, il faut que le sommeil soit de 7 minimum à 8 heures de manière continue. Et c'est là où ça devient problématique pour bon nombre d'entre nous. Problématique parce qu'on se couche, mais nous avons des sommeils entrecoupés. Et c'est là où nous, les naturopathes, nous intervenons en disant, qu'est-ce qui cause les bris de sommeil? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir les 7 à 8 heures d'affilée? On regarde, soit c'est les écrans de télé, soit c'est le boire avant de se coucher, c'est le repas copieux, c'est la fatigue, c'est l'insomnie. Nous examinons tout cela et nous vous donnons des réponses. Les recommandations dont j'en ai parlé plus tôt, si vous suivez ces recommandations, ça vous aidera à avoir les 7 à 8 heures de sommeil affilé sans bris. Cela est-il possible? Oui, c'est possible d'avoir 7 à 8 heures d'affilée
sans bruit. Et je vous le recommande pour votre santé optimum. Oui, Daniel, je suis à vous maintenant. Oui, nous avons malheureusement perdu pendant ces précieuses secondes où vous répondiez à la question. Si vous pouvez en faire un résumé en 2 mots, OK. cela permet. OK. Désolé pour la connexion. Alors, je disais, je répondais à la question, la personne voudrait savoir, passer 5 heures la nuit et 3 heures pendant la journée, est-ce que ça fait les 8 heures? Je dis non. Les 7 à 8 heures dont nous parlons, nous, les naturopathes, nous disons c'est 7 à 8 heures d'affilée sans bruit. Et dans mes recommandations, je dis pour avoir les 7 à 8 heures de sommeil sans bruit, c'est d'éviter de boire avant de se coucher, prendre soin de vider la vessie avant de se coucher, se couper le contact avec tout ce qui est téléphone, smartphone, les iPads, tout ce que nous avons comme appareil électronique. Éviter de manger copieux, je pense que j'en ai déjà parlé. Et puis, bien se relaxer avant de se coucher. Lorsque nous avons un lit, un matelas confortable, lorsque nous avons une literie renouvelée, nous n'avons pas de bibite, c'est-à-dire nous n'avons pas d'insectes ou des insectes qui nous rongent, des puces qui nous piquent la nuit ou des moustiques qui vont nous obliger à briser ce sommeil. Les conditions seront réunies pour que nous ayons les 7 à 8 heures de sommeil affilés. Et je disais, c'est faisable. C'est faisable. Merci. Merci, docteur. Nous avons encore quelques 300 secondes avant alors, je te permets, je pense que c'est la même personne qui continue. Est-ce que se réveiller pour uriner la nuit perturbe le cycle normal de sommeil? Oui, j'en ai parlé. Et quoi faire pour ne pas se réveiller? Éviter de boire 1h30, 30 minutes à 1h avant d'aller se coucher. Et surtout, avant d'aller se coucher, allez vider votre vessie, c'est-à-dire passer aux toilettes avant de se coucher. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions ici. Nous avons 3 que nous allons prendre ici dans la salle physique et nous en avons 2 mains levées et dans les discussions, tout cela en 5 minutes. Nous allons essayer de relever le défi. Voilà, ma question, ça va à l'encontre au niveau des, comment on appelle, des causes d'insomnie. Là, vous avez parlé des causes d'insomnie. J'aimerais savoir par quel mécanisme le surpoids peut être cause d'insomnie. Oui, très bien. Merci, mon frère. Par quel mécanisme le surpoids? Oui, effectivement, j'en ai parlé comme cause d'insomnie quand on est en surpoids. Quand on est en surpoids, vous savez, il y a une maladie qu'on appelle l'apnée de sommeil. L'apnée de sommeil qui affecte souvent les gens en surpoids. Qu'est-ce que c'est que l'apnée de sommeil? Lorsqu'on est couché, non seulement on va ronfler, mais il y a une languette qui vient pendant notre sommeil, qui vient obstruer. Ça barre, ça bouche l'oxygénation des voies respiratoires et ce qui fait que le sommeil se trouve être coupé, tout simplement parce que notre corps, qui est une machine intelligente, le cerveau, lorsque nous faisons l'apnée de sommeil et que la respiration est bloquée, c'est le cerveau qui relance la respiration. Donc, le fait que le cerveau relance la respiration fait que, bon, c'est un sursaut, c'est un réveil en quelque sorte, sans pour autant être un vrai réveil. Mais il y a quand même un bruit. Il y a un bruit de sommeil. Pourquoi? Parce que ceux qui souffrent de l'apnée de sommeil, souvent, ils viennent, comment dirais-je, ceux qui sont en surpoids, ils sont plus enclins à l'apnée de sommeil qui peut perturber le sommeil. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Le surpoids peut nous exposer à l'apnée de sommeil et l'apnée de sommeil peut briser notre sommeil. Et je ne sais pas si j'ai insisté là-dessus pour nous dire que également, lorsque nous ne dormons pas assez, nous sommes exposés à l'embonpoint, à l'obésité. Donc, un déficit de sommeil nous expose à l'obésité. Et l'obésité nous expose aux maladies comme peut nous exposer à l'apnée de sommeil. Et l'apnée de sommeil peut briser notre cycle de sommeil. Chers amis, vous voyez, c'est un cercle vicieux, juste pour vous dire, il y a eu un soir, il y a eu un matin, nous avons besoin de repos. Nous avons besoin de repos. Et faisons tout pour réunir les conditions à un sommeil optimum et santé. Merci beaucoup. Et il a une deuxième question. Nous allons finir avec lui, passer à la question de Orlan Lagrand, Mission Adventiste plutôt, ensuite Orlan Lagrand, si ce n'est pas déjà posé dans le chat, bien sûr. Mais... Voilà, ma deuxième question, c'est au niveau de là où vous avez parlé de ne pas laisser les téléphones à côté quand nous dormons. Et pour un étudiant qui a fait la carrière la nuit, jusqu'à aller souvent à des heures pareilles, et puis il n'a pas pu mettre de réveil, et que demain à 7 heures, il doit être à l'école. Comment serait son cas? Cher ami, je vous dirai avant la... Oui, allez-y. Excusez-moi. La troisième question, pour ceux qui n'ont pas, comment on appelle, l'habitude de dormir dans la journée, comment serait leur situation? Bonne question. Très bonne question. Les deux questions, elles sont très bonnes et pertinentes. Un étudiant qui a travaillé toute la nuit et qui est obligé de se réveiller le lendemain pour ne pas rater ses cours, que doit-il faire? Cher ami, en tant que naturopathe, je vous renvoie au vieux réveil. Vous savez, dans le temps, nous avions des réveils, clic-clo, nous tournions, nous mettions et nous les mettions à notre chevet. Je vous renvoie à ces vieux réveils. Tout simplement parce que le téléphone, j'en ai fait allusion, tout ce qui est électromagnétique émet des ondes électromagnétiques. Et ces ondes polluent notre environnement. C'est une pollution qui est imperceptible, incolore, inodore. On ne le sent pas, mais qui fait des ravages. Ça diminue nos facultés cognitives. Vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences des ondes électromagnétiques sur notre santé mentale, notre santé physique. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais la science aujourd'hui attire notre attention sur ces effets. Donc, se coucher avec un téléphone sous prétexte que c'est le réveil, ce n'est pas une bonne chose. En tant que naturopathe, je vous le déconseille. Et je recommande toujours que nous puissions déconnecter tous nos appareils lorsque nous nous couchons. Surtout dans les chambres à coucher, les appareils devaient être déconnectés. L'Internet, c'est vrai que c'est un moyen incontournable, mais sachons le circonscrire dans le temps et dans l'utilisation. J'ai besoin de l'Internet dans la journée, je l'utilise. La nuit venue, je me couche, et ça, c'est le conseil du naturopathe. La nuit venue, je ferme la prise d'Internet pour éviter l'émanation ou ces ondes de se propager dans la maison pour détruire notre santé. La deuxième question, c'était, attendez, je n'ai pas noté malheureusement, mais je l'avais trouvé pertinent. Ceux qui n'arrivent pas, non. Oui, d'accord. Ceux qui n'arrivent pas à dormir, c'est dommage et c'est triste. L'économie aujourd'hui nous soumet à des cycles irréguliers, anormaux. Je suis au Canada où nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons des shifts de travail, shifts ou quarts de travail répartis aux 8 heures.
de 7h à 15h, de 15h à 23h ou à 22h, de 22h à 7h le lendemain. C'est-à-dire des shifts de 8 heures, 24 heures. Donc, les gens se retrouvent avec des shifts de nuit, c'est-à-dire qu'ils vont travailler toute la nuit. La nuit est faite pour dormir. Et la science aujourd'hui nous dit que ceux qui travaillent la nuit, non seulement ils ont un trouble au niveau du sommeil, ils ont des troubles au niveau métabolique, c'est-à-dire ils sont plus enclins à grossir et ils ont des problèmes au niveau de, comment dirais-je, de la santé mentale. Et pour les femmes, ce que je vous dis, c'est une étude qui a vérifié que les femmes qui travaillaient de nuit, elles étaient plus enclines au cancer de sein, surtout les cancers hormonaux dépendants. Vous vous imaginez? Donc, c'est dommage parce que nous devons vivre du travail. Et si nous avons malheureusement de travail d'avoir un shift ou un quart nocturne, malheureusement, notre santé s'en trouve malheureusement hypothéquée. C'est dommage. Ça ne devait pas se faire toute notre carrière, c'est-à-dire qu'on ne devait pas passer toute notre vie, je ne sais pas, 30 ans à travailler de nuit. Si c'est par intermittence, ça peut se comprendre, mais toute sa vie, la nuit, il y a des conséquences sur la santé. Merci. Merci, docteur. Nous allons demander l'indulgence des participants pour encore pendant quelques 10 minutes épuiser nos questions. Et je propose que nous puissions épuiser les questions en ligne et venir aux questions virtuelles qui ne sont que 2, je pense. Alors, nous donnons l'occasion à Mission Adventiste, ensuite à Orlane Lagrand, si sa question n'est pas encore posée déjà dans le chat, d'intervenir successivement, nous prenons leur micro. OK. J'aimerais juste pointer, bon, ce ne sera pas directement une question également, ce serait peut-être une proposition ou une contribution. Je crois que beaucoup de ceux qui viennent juste d'intervenir sont dans un secteur très défini, le secteur de la santé. Et comme vous l'avez dit, il est important que d'abord ceux qui sont là pour soutenir ou pour aider des personnes qui ont besoin d'assistance sanitaire soient eux-mêmes en bonne santé. Je pense que la question peut être également bien répondue si nous avons, si je peux le dire comme ça, une intervention. Je ne sais pas si c'est le bon mot, ou disons s'il y a un apport de la part de professionnels comme vous, peut-être par titre d'article ou de choses qui peuvent influencer le secteur, que ce soit au niveau éducationnel ou au niveau, je dirais, en fait, même du secteur de la santé. Je ne sais pas s'il y a des documents comme ça que vous pouvez mettre à disposition, spécialement ici. Je n'ai pas envie de dire ici en Afrique pour que ce soit comme un stigma, mais la réalité est là qu'il y a de l'abus sur comment certaines personnes travaillent. Pas même qu'à la fin, ils auront le nécessaire même pour se prendre en charge lorsqu'il y aura une situation à cause de ce travail. Donc, je pense que si c'est une bonne initiative que nous prions continuer de perpétuer, mais comment déjà aussi commencer par affecter les systèmes, par exemple, comme le système éducationnel. Vous avez là, je pense, beaucoup de jeunes qui peuvent vous dire qu'ils n'arrivent plus à gérer même leur temps à l'école parce qu'il y a beaucoup de choses à bûcher, pas forcément à comprendre, et être là à des cours parfois qui prennent toute la journée et le soir, au lieu de dormir, il faut étudier pour le lendemain repartir encore pour certainement des tests, etc. Donc, je pense qu'on pourra avoir plus d'impact également s'il y a une adresse particulière envers quelques systèmes pour qu'un changement, ou je dirais en tout cas qu'une conscience soit prise dans ce contexte. C'est juste ma contribution. Ma question, entre-temps, c'était de savoir si on pouvait dormir totalement par terre, parce que généralement, les matelas que nous avons peuvent être
pas du tout les meilleurs. J'ai déjà changé 2 de mes matelas parce que on te promet que non, ça ne va pas rentrer au milieu après des mois, mais quand tu le payes 2 mois, 3 mois, tu te retrouves au milieu du matelas et tu te bats pour être à côté. Parfois, il faut changer de position pour bien dormir. Donc, je pense que je voulais demander, est-ce que c'est meilleur alors de juste jeter tout ça et se coucher directement par terre? Est-ce que cela affectera la santé en ce qui concerne peut-être les contractions, etc.? Oui, merci Christian Pasteur Christian, pour ton intervention très riche. Je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit en préliminaire. Oui, c'est un problème en ce qui concerne le personnel de la santé ou les étudiants. Même en Occident, ici, il est vraiment difficile de régler le problème de sommeil du personnel de la santé. C'est un secteur toujours en demande. Et je vous dirais, la littérature abonde, en ce sens que le personnel de la santé qui est toujours en avant-garde pour la santé de la population, c'est cette frange de la population ou c'est cette frange de cette catégorie socio-professionnelle qui paie le lourd tribut. On veut soigner, mais on se détruit. En Occident, il y a au moins des assurances. Il y a ce qu'on appelle santé, sécurité. Il y a des syndicats qui défendent leur cause. Mais chez nous, en Afrique, malheureusement, il n'y a aucune défense. Ils sont laissés à eux-mêmes et ils paient le lourd tribut. C'est dommage. La littérature abonde, scientifique ou économique, sur l'impact du sommeil au plan macro ou au plan micro. La littérature abonde. Il suffit de chercher, vous verrez ce que les recherches rapportent en ce qui concerne le manque de sommeil et ses conséquences. Maintenant, faudrait-il se coucher complètement par terre ou avoir un matelas moelleux ou trop dur? Ça dépend de tout un chacun de nous. Il y a certaines personnes qui se sentiraient confortables sur des matelas moelleux, qui vont bien dormir sans problème. D'autres qui préféreront des matelas durs. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste du sommeil, ni de, comment dirais-je, orthopédique, c'est-à-dire du mouvement, kinésithérapeute non plus, mais je dirais, dépendamment de ce que vous vous sentez ou de la manière dont vous vous sentez dans votre lit. C'est à vous d'en juger. Votre lit est-il confortable pour vous, pour un bon sommeil? Si vous le préférez ou si vous êtes confortable lorsqu'il est souple, gardez un matelas souple. Mais si vous êtes confortable lorsqu'il est dur, ben, choisissez le matelas dur. Mais le peu que je connaisse en kinésithérapie, lorsque vous êtes sur le sol, les nattes que nous connaissons en Afrique, les nattes tissées en jonc, c'est le plus confortable pour le sommeil. Et en tant que naturopathe, je pourrais recommander les nattes en jonc. Chez nous, comment est-ce qu'on appelle ça en éveil? Tacha. On appelle ça tcha-tcha dans notre langue. Donc, vous les avez, vous les mettez à même le sol, vous vous couchez, c'est le plus confortable. Mais il se pourrait que tout le monde ne supporte cela. Et c'est pour cela que je nuance en disant, dépendamment de ce que vous êtes, de votre morphologie, de ce que votre corps recommande, c'est à vous d'en juger. Pas de prescription informelle. Merci, pasteur. Je voulais demander, merci beaucoup. pour ma question, comment faire pour remédier aux troubles de la concentration? Aux troubles de la concentration. Ah, je Oui. vois la question. Oui, comment faire pour remédier aux troubles de la concentration? Dans ma présentation, j'ai parlé du sommeil réparateur. Le sommeil, lorsque nous arrivons à atteindre la phase du sommeil profond, nous permettons à notre système nerveux central
où émane la concentration, l'apprentissage, le langage. Au niveau du cerveau, lorsque nous arrivons à atteindre cette phase, il est reposé, il est éliminé de tout ce qu'il y a comme toxine de glymphatique qui travaille. Ça peut aider. Ça peut aider. Si vous continuez à avoir des troubles de concentration, je vous dirais de consulter. Mais moi, de manière, je ne dirais pas superficielle, essayez de retrouver un sommeil profond. Faites l'expérience sur... Est-ce que vous avez habituellement des troubles de sommeil, ma sœur? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de troubles de sommeil parce que je ne pouvais pas dormir normalement, surtout quand j'étais jeune à cause des dégâts qu'il y avait à la maison. Okay. Et puis, j'ai constaté que ça a laissé des choses un peu sur de long terme, c'est-à-dire que je pense à plusieurs choses en même temps et ça m'affecte à chaque fois. OK. Est-ce que vous avez consulté un spécialiste? J'ai consulté le spécialiste, mais comme c'est pas sur de long terme, parce qu'après, sur de long terme, il faut payer, j'ai pas les moyens pour ça, donc voilà. Remettez-vous à l'Éternel. Jésus-Christ, il est la solution. Problème de concentration, problème de sommeil, c'est lui. Je vous ai laissé une promesse tantôt qui nous dit, je vous enverrai la paix dans votre ville afin que rien ne trouble votre sommeil. C'est lui qui vous donnera cette paix et qui vous permettra de retrouver le calme. Soyez bénis, ma sœur. Merci, merci docteur pour tous ces conseils, pour tous ces réconforts et ces recommandations très utiles. Nous allons passer aux deux dernières questions. La première, c'est ce qui est dans le chat. Quel conseil as-tu pour les parents qui exposent leurs enfants au grand danger de l'écran sans que eux-mêmes soient initiés sur le danger de l'écran? Ensuite, nous passerons à la dernière question dans la salle physique. Oui, c'est triste de le constater. J'ai fait une capsule sur la pollution électromagnétique. Ben, je ne suis pas la première à en parler, mais les médias en parlent. Les médias, les réseaux sociaux en parlent. De plus en plus, nous attirons, nous les professionnels, je ne dirais pas, nous les naturopathes, nous attirons l'attention de la société sur les conséquences néfastes de la pollution électromagnétique. C'est dommage. Les écrans causent de dangers graves, surtout au cerveau de nos enfants. Les enfants dont le cerveau n'est pas complètement mature, il est en formation. Et lorsque les enfants sont exposés à ces écrans, malheureusement, ça bousille littéralement. Ça hypothèque littéralement la croissance de cet organe pour les enfants. Donc, nous ne parlerons assez, nous ne crierons assez que nous puissions éloigner nos enfants de tout ce qui est écran. Nous pensons avoir la paix en ouvrant les écrans de télé. C'est telle émission enfantine à la télé, c'est telle émission enfantine au téléphone. Nous pensons payer la paix, mais nous hypothéquons la santé de nos enfants. C'est des enfants qui vont grandir avec des séquelles graves, des attardés. Au niveau les yeux, le cerveau, ils ne suivront plus à l'école, le rendement ne sera pas au rendez-vous, la croissance physique même sera au ralenti et de surcroît, on en fait des addicts prématurés de ces appareils. Donc, moi, je dirais éloignez au maximum vos enfants de tout ce qui est écran, téléphone, iPad, smartphone, télé. Éloignez vos enfants de toutes ces ondes parce qu'ils sont très nocifs pour leur santé et leur croissance. En introduction, je disais, dites-moi comment vous dormez. Là, je dirais, dites-moi combien de fois
vous passez, vous restez accroché à l'écran et je vous dirai quelle sera votre santé dans 20 ans, 30 ans et 70 ans. Aujourd'hui, des jeunes qui se ramassent avec l'Alzheimer, c'est-à-dire la mémoire, elle n'y est plus, elle est effacée. Et pourquoi? Parce qu'on était addict des jeux électroniques. 24 heures, disons au moins 10 heures ou 12 heures sur 24 heures, les yeux rivés à l'écran. Ça a des conséquences graves sur notre santé. Je voudrais poser une question. Déconnectons-nous si nous le pouvons. Bonjour, méditation et prière. Mais oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais demander une veillée de prière une fois dans le mois. Est-ce que ça pourrait être dangereux pour la santé? Est-ce que nous passons 24 heures à prier à l'écran? Non. C'est 2 heures, 3 heures. C'est rien par rapport, vous savez quoi? Je ne vais pas vous affoler, mais depuis la COVID-19, nous sommes rendus au mode de travail à distance, télétravail, où nous passons 8 heures les yeux rivés aux écrans. J'ai mon fils qui travaille, il est en face de 4 écrans, quelquefois même 6 écrans à la fois. Je lui dis, Eric, c'est pas du tout santé. C'est pas du tout santé. C'est vrai qu'on en a besoin, on veut de l'argent. Mais travailler en face de 4, 6 écrans, 8 heures, 10 heures, on hypothèque notre santé. Donc, méditation et prière, 2 heures de veillée de prière, c'est pas ça qui va nous tuer. Au contraire, ça va nous rebooster. Mais passer, je ne sais pas, des années maintenant avec le nouveau mode de travail, le télétravail, je ne sais pas, dans 2 ans, nous verrons les conséquences, l'impact de ce nouveau mode sur notre santé. Ça se fera ressentir certainement. Merci. Merci. Je vois que c'est l'une des questions que nous avons passées malheureusement dans le chat. Il y a une autre également. Il y a une dernière question. Bonjour. Quel est le lien entre le sommeil et le repas copieux? Tout simplement parce que le sommeil est fait. La définition du sommeil, c'est une déconnexion. Une déconnexion avec le monde extérieur suivie d'une diminution progressive du tonus musculaire. Le sommeil est fait pour que tous les organes puissent se reposer. Mais quand on mange et qu'on se couche, on ne peut pas dormir parce que le système digestif, lui, n'est pas au repos. Parce que le cerveau, il continue à ordonner la digestion. Donc, le sommeil ne peut pas être réparateur. Et puisque le système digestif ne se repose pas, malheureusement, toutes nos cellules, elles sont unies, elles sont imbriquées, elles fonctionnent ensemble. Lorsque un ne se repose pas, il y a impact sur l'autre. Donc, ce qui fait que, si vous avez fait attention à mes recommandations, j'ai parlé du repas copieux le soir. Il faut éviter de manger lourd le soir, manger léger le soir et manger toujours 2 heures avant de vous coucher pour être certain que la digestion en amont a été faite. Merci. Merci, docteur. Nous allons, pour finir, nous avons largement dépassé le temps, passer plutôt aux questions qui sont ici. Nous les envoyons dans le chat et nous allons y répondre. Donc, l'une des questions est, peut-on prendre des somnifères pour faire face à l'insomnie? Et l'autre, c'est de savoir, pouvons-nous réveiller ceux qui, en dormant, crient fort avec des pleurs et même parlent dans le sommeil? Qu'est-ce qui cause cela? Et la troisième que je vais aussi mettre dans le chat qui vient d'ici, c'est qu'il n'est pas conseillé de boire de l'eau avant de dormir pour ne pas interrompre les cycles du sommeil, les phases du sommeil. Et qu'arrive-t-il quand on a soif alors qu'on dort? Doit-on se réveiller pour
pour boire, c'est bien cela? Non. Qu'arrive-t-il quand on a soif avant de dormir? Peut-on le faire? Peut-on boire de l'eau? Voilà. OK. Donc, voilà les 3 questions pour terminer. Merci pour toutes ces questions pertinentes et très, très bonnes. Daniel, tu me les rappelleras au fur et à mesure que je parle parce que malheureusement, je n'ai pas pris note. Peut-on prendre des somnifères pour faire face à l'insomnie? En tant que naturopathe, et je l'ai dit dans ma présentation, nous ne favorisons pas ou nous n'encourageons pas la prise de somnifères comme la mélatonine qui est artificielle. Tout simplement parce que notre corps lui-même sécrète l'hormone de sommeil qu'on appelle la mélatonine. Lorsque nous nous retrouvons face à une insomnie chronique, et qu'est-ce que c'est que l'insomnie chronique? L'insomnie chronique survient lorsque je rentre me coucher à 20 heures. 30 minutes après, le sommeil ne vient pas. 1 heure de temps après, le sommeil ne vient pas. Et que cela dure plus de 6 mois, je suis dans le sommeil, dans l'insomnie chronique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'en ai parlé également, vous pourrez revoir ma présentation. Il faut aller chercher des outils pour permettre l'endormissement. La relaxation, par exemple, ça peut aider. Un bain tiède avant de se coucher, ça peut aider. Éviter le repas copieux, comme je l'ai dit, ça peut aider. Se déconnecter des écrans, ça peut aider. Si tout cela ne convient pas, remettons-nous à l'Éternel. Il est capable. Mais si en dépit de tout cela, j'ai donné des plantes, j'ai nommé des plantes, des tisanes que nous pouvons prendre, la camomille, l'ortie, la valériane, le passiflore, et des suppléments, des minéraux, comme le citrate de magnésium, que nous pouvons prendre en complément avec des plantes. Ça détend, ça relaxe. Et si en dépit de tout cela, le sommeil n'est toujours pas au rendez-vous, nous disons oui, vous pourrez vous supplémenter en mélatonine, mais il ne faudrait pas que cela devienne une habitude parce qu'à un moment donné, notre cycle hormonal se trouve déréglé et ça complique les choses. Donc, évitons, tant que cela soit possible, de nous supplémenter en mélatonine, disons, en produit contre l'insomnie. Évitons, mettons en valeur tous les conseils, autant pour moi, tous les conseils énumérés dans ma présentation. Et si ça ne va pas, prenez la mélatonine, mais que cela ne devienne pas une habitude. Parce que lorsque l'habitude s'installe, on débalance tout notre système glandulaire. Est-ce qu'on peut, oui, boire de l'eau quand on a soif pendant le sommeil? C'était ça la question? Avant le sommeil. Oui, pendant le sommeil. Je sais qu'il y a... Avant de dormir. Avant de dormir. Et quand on a soif, avant de dormir. Oui, avant de doit-on dormir. s'en passer? Oui, avant de dormir. Avant de dormir. L'exercice à faire serait de boire, comme je l'ai dit, 30 minutes avant. Mais cependant, il y a une maladie auto-immune qu'on appelle le syndrome de Sjögren, excusez-moi la prononciation, qui condamne les patients à toujours avoir quelque chose dans la bouche. À ces personnes, je ne peux pas le leur empêcher parce que ce sont des conséquences de leur mal. On ne peut pas le leur empêcher. Mais quand nous sommes en santé et que ce n'est qu'un besoin, nous pouvons nous reformer. Nous pouvons nous reformer. Que l'habitude de boire avant de se coucher, que cela ne s'installe pas et que cela ne perdure. Parce que si ça s'installe et que ça perdure, nous brisons notre cycle de sommeil. Nous avons besoin d'un sommeil long, profond, pour jouir de tous les bienfaits dont nous avons parlé dans notre présentation. La restauration, la régénération, l'élimination des fatigues. Vous voyez, nous en avons besoin. Et la troisième, c'était quoi?
Manger 15 minutes. Attends. Manger et dormir 15 minutes après chaque repas, à n'importe quelle heure. C'est dû à... La dernière question, c'est ceux qui pleurent ou crient dans leur sommeil, doit-on les réveiller et c'est dû à quoi? OK. Alors, ceux qui pleurent ou crient dans leur sommeil, ils sont dans la phase du sommeil paradoxal. C'est-à-dire, ils font un rêve. Ne réveillez pas. J'ai dit dans ma présentation, ne réveillez personne. La personne rêve. Si vous êtes couché à côté, passez-lui la main dessus. Mais ne le brassez pas. Qu'est-ce qu'on n'entend pas brasser? C'est-à-dire, ne le secouez pas. Ne le secouez pas. Passez la main, tout simplement, tapotez-le, ne le réveillez pas. Je l'ai dit, vous exposez la personne à des troubles mentaux. Les rêves, il nous arrive de faire des cauchemars et de crier dans le cauchemar. Si nous avons notre partenaire à côté, qu'il nous passe tranquillement la main dessus, mais qu'il ne nous brasse pas de grâce, qu'il ne nous secoue pas, qu'il ne nous réveille pas. Merci. Merci, merci, Dr. Pauline. Je pense que nous ne pourrons pas épuiser toutes les questions, mais je pense que la discussion, si vous le permettez, peut continuer au-delà de ce cadre. Nous avons partagé le numéro WhatsApp. S'il y a quelques questions que vous avez, chers participants, vous pouvez les envoyer au plus 227 80 06 78 86. Et nous pourrons vous revenir. Nous sommes sûrs que nous aurons encore d'autres occasions pour échanger, non seulement sur ce thème, mais si vous nous écoutez toujours, vous pouvez vous donner votre mot de fin afin que nous puissions nous congédier et continuer notre journée, tout en commençant par mettre ces conseils en pratique à partir d'aujourd'hui. Merci, Daniel. Je voudrais rebondir sur une question qui nous dit, s'il vous plaît, mangez et dormez 15 minutes après chaque repas, à n'importe quelle heure, c'est dû à quoi? Pour ceux qui tombent malades après le sommeil pendant la journée 06, je n'ai pas tout à fait compris, mais la personne qui demande de dormir 15 minutes après chaque repas, à n'importe quelle heure, on sent que cette personne a besoin de discipline. Discipline au niveau des repas. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une présentation là-dessus. Parce que oui, nous devons manger, mais on ne doit pas manger à n'importe quel moment. Nous devons avoir des repas réguliers, une discipline en toutes choses. Discipline dans le manger, discipline dans le boire, discipline dans le sommeil. On ne peut pas manger à n'importe quelle heure et dormir à n'importe quelle heure. Cela prend de la discipline. Nous sommes une machine assez structurée, bien faite. Nous devons nous discipliner afin qu'elle puisse résister et rester longtemps en santé. Donc, je demanderai à la personne de faire un effort de discipline dans son manger et dans son dormir. Du reste, je voudrais vous remercier, chers amis auditeurs, chers amis internautes, d'où que vous nous avez suivis. Nous nous sentons privilégiés et vraiment honorés de votre présence parmi nous. Merci de nous avoir accordé cette attention très soutenue. Merci pour vos questions et nous pensons avoir répondu au mieux de nos connaissances à toutes vos questions. Et je vous dirai, nous ne sommes que des naturopathes. Nous n'avons pas toute la connaissance pour répondre à toutes vos préoccupations, mais le peu que nous connaissions, nous l'avons partagé de gaieté de cœur avec vous. Et nous voulons compter sur votre volonté à mettre en application ces conseils pour votre santé holistique. C'est ça notre désir, c'est ça notre souhait. Mais qu'en toute chose, notre Père des cieux, qu'il nous soutienne,
qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde cette santé. Merci.